Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Benoît Hamon. Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été, donc on le sait, brièvement ministre de l'Éducation nationale. Un peu plus de 4 mois l'année dernière, vous avez quitté le gouvernement en même temps que Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti. Vous étiez en désaccord avec la politique notamment économique de Manuel Valls. Auparavant, vous aviez été ministre de l'économie sociale et puis aussi porte-parole du Parti socialiste. Vous déplorez, on va le voir, que le Parti socialiste s'éloigne aujourd'hui des classes populaires. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix, Bonjour. par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazenot pour RCF. Bonjour. Alors Benoît Hamon, une toute première question. Vous avez déclaré dans Paris Match que selon vous, François Hollande ne serait pas présent au second tour. C'est un constat ou c'est un souhait pour vous, Benoît Hamon ? C'est un constat. Alors, ce qui est formidable, c'est que personne ne dit le si qu'il y avait juste Allez-y. avant. Nous vous écoutons. Parce que je pense qu'effectivement, pour quelques candidats socialistes que ce soit, être au second tour sera très difficile, voire même quasi impossible, si ce quinquennat ne laisse pas une empreinte sociale. Une empreinte sociale. Une empreinte sociale, ce que je dis dans Paris Match d'ailleurs, et qui explique pourquoi j'exprime cette conviction qui est partagée par une majorité de parlementaires socialistes. Et quel que soit le candidat. Quelques ministres aussi. Mais je pense qu'il faut nommer les problèmes, nommer les choses quand on considère qu'on arrive à un moment de notre vie politique où on peut réorienter un certain nombre de choix et faire en sorte que l'action de la gauche apporte du progrès, de l'amélioration, quelque chose de mieux, de meilleur dans la vie quotidienne des classes populaires et des classes moyennes. C'est de cela dont je parle quand j'évoque l'empreinte sociale. Très bien. Un mieux. Merci d'avoir précisé votre point de vue. Une première question de Corinne Laurent pour La Croix. Oui, vous êtes favorable à des primaires ouvertes à gauche. Serez-vous candidat et est-ce la place d'un président sortant d'être candidat à des primaires ? Benoît Hamon. C'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué quand il y a un président sortant. Ce que je dis, c'est que d'abord, notre tâche, elle va à faire en sorte, pour commencer, de réussir ce quinquennat. Si ce quinquennat, dans sa deuxième partie, permet aux Français des classes moyennes et des classes populaires, je pense aux petits retraités, je pense aux fonctionnaires modestes, je pense aux salariés, employés, ouvriers, chômeurs, ou pour certains de retrouver un emploi, pour d'autres que leur pouvoir d'achat se gonfle un peu, même modestement. Je pense que cette question se posera différemment dès lors que le candidat naturel sera le président de la République sortant. Si pour une raison ou pour une autre, il ne devait pas être en situation, par son propre volonté ou pour d'autres raisons, évidemment, dans ce cas-là, la primaire s'imposerait. Et vous seriez candidat ? Je ne pense pas aujourd'hui que cette question se pose. Romain Mazenot, RCF. Pendant plus de 2 ans, vous avez soutenu cette politique au plus haut niveau en étant au gouvernement. Le crédit d'impôt compétitivité, le pacte de responsabilité, ça ne date pas d'hier, ça date du temps où vous étiez ministre. Alors quelle est la décision de trop qui vous a fait vous éloigner du gouvernement ? C'est une relation personnelle avec Manuel Valls qui pose des problèmes ? Non. J'ai beaucoup de respect. Je suis en désaccord avec le Premier ministre, mais je lui reconnais la conviction. Je ne pense pas qu'il soit dans le calcul permanent. Je pense qu'il a des convictions qu'il met en œuvre, qui sont assez éloignées de pourquoi nous avons été élus, ça c'est incontestable. Mais en tout cas, n'enlève rien à ses convictions. Vous avez sans doute souvenir, quand j'étais ministre en charge de l'économie sociale et de la consommation, je m'étais exprimé à quelques reprises, même publiquement, pour exprimer notamment sur la question du budget, sur la question du pacte de responsabilité, des nuances, autant qu'on peut le faire quand on est ministre et qu'on est loyal à l'action du gouvernement, mais en essayant de peser dans à l'intérieur des débats du gouvernement le plus possible. Et je n'étais pas seul à l'époque, nous étions plusieurs à vouloir peser en ce sens. Des arbitrages ont été rendus qui ont amené le gouvernement à faire des choix. Que s'est-il passé à la rentrée 2014 juste au sortir de l'été, Manuel Valls était Premier ministre. Nous avions pensé avec quelques-uns qu'en matière de réorientation de la politique européenne et de politique budgétaire, il aurait suffisamment de fermeté et de caractère pour obtenir de réorienter cette politique et qu'elle, enfin, s'adresse davantage aux Français et à leur pouvoir d'achat.
Il a choisi d'accélérer une politique dite de l'offre, c'est-à-dire qui consiste d'abord à restaurer les marges des entreprises, ce que je ne conteste pas qu'il faille le faire, mais exclusivement cela me paraît poser problème. Il a choisi d'accélérer la réduction de la dépense publique qui a comme conséquence qu'on réduit d'abord la croissance avant de réduire les déficits. Et j'ai pensé qu'on était là dans un désaccord suffisamment important pour que, en conviction, je décide d'abandonner pourtant un portefeuille, l'éducation nationale, qui était pour moi très important, mais se pose un juste moment, avant il y a des arbitrages personnels qui... Oui, mais juste avant la veille, oui, c'est vrai, mais Oui. je dois vous avouer que celui des ministres qui pensent que la rentrée scolaire se prépare dans les 24 derrière. Alors, elle était bien préparée depuis longtemps, heureusement. Mais c'est vrai que j'ai pu faire celle de mes... Oui, j'ai fait celle de mes filles, pas celle des enfants français. Voilà. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. J'aimerais que vous expliquiez ce que veut dire pour vous empreinte sociale, parce qu'il me semble que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui disait qu'au-delà de 40% de prélèvements obligatoires, on est dans un régime socialiste. Aujourd'hui, on doit être à près de 60%. Non, alors, est-ce que l'empreinte sociale, ça veut dire 80% de prélèvements obligatoires, c'est quoi? Je vais prendre des exemples. Là, on vient de diminuer, par exemple, de consacrer 41 milliards aux entreprises. Sur 5 ans, c'est pareil, sous la forme ou de baisse de cotisations sociales ou de crédit d'impôt. Je vais vous prendre 2 exemples. Nous venons de croiser dans les élections départementales en porte-à-porte des retraités qui, avec une pension de 900 € en raison d'un nouveau mode de calcul de CSG, parce qu'on les met à contribution, perdent 50 € par mois. Parfois 70 €. Mais la CSG, c'est la gauche. Non mais je dis juste que c'est la gauche qui vient de changer le calcul et qui fait qu'il y a moins 70 € pour des pensions de retraités. Je vais prendre un autre exemple. La demi-part des veuves qui a été supprimée, qui amène à ce que des ménages ou des familles ou des veuves en l'occurrence rentrent dans l'impôt alors qu'elles n'y étaient pas. Tout ça, c'est aujourd'hui insupportable pour ces Français modestes qui nous disent une chose assez simple. On est prêt à faire des efforts, on est même prêt à être patient. On sait très bien que c'est pas du jour au lendemain qu'on va tout bousculer. Mais le sentiment que nous leur avons donné là, c'est pas seulement de gouverner sans eux, c'est de gouverner contre eux. Quand on leur demandait à eux plus qu'on ne demandait à d'autres qui étaient parfaitement capables, eux, de donner plus. Et moi, je me réjouis, par exemple, qu'à la rentrée, il va y avoir cette suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu qui va permettre à 9 millions de Français de voir où leur impôt baisser quand ils en payent ou de sortir de l'impôt directement. Ça, c'est positif, mais au-delà de tout cela, il y a, je crois, à faire en sorte que ce quinquennat soit associé à une ou plusieurs conquêtes sociales, à un progrès. Alors, on peut parler de beaucoup de sujets qui pourraient le permettre. Je pense qu'aujourd'hui, la rémunération des enseignements du premier degré n'est pas à la hauteur. Je pense qu'on doit être en capacité, sur ce qui relève de la santé au travail, de faire mieux. Je prends un exemple. J'ai proposé au ministre du Travail qu'une nouvelle pathologie qui me semble aujourd'hui, hélas, se développer beaucoup dans le monde du travail, qu'on appelle le burn-out en anglais, mais qui est le syndrome d'épuisement professionnel, qui concerne beaucoup de cadres, mais pas simplement. Beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui en France, ce syndrome d'épuisement professionnel, il est né de quoi? Du fait que nos entreprises ont été obligées de s'adapter à la mondialisation, à un environnement plus concurrentiel, qu'elles ont changé leur mode d'organisation du travail, et que désormais, on travaille presque, non pas 24 heures sur 24, mais même quand on rentre chez soi, on a sa tablette avec vos emails qui vous relancent, votre smartphone qui vous relance, etc. Et résultat, le cabinet Technologia a fait une étude qui montre que 3,2 millions de Français sont exposés à ce syndrome d'épuisement professionnel. Et j'ai demandé au ministre du Travail que cette maladie soit inscrite au tableau des maladies professionnelles pour que les employeurs payent pour cette maladie quand elle intervient. Ce serait un progrès, je crois, que de reconnaître l'apparition de ces nouvelles pathologies. On peut réclamer que la France s'adapte en termes d'économie à la mondialisation. Ce serait bien qu'on adapte aussi les protections des salariés à la mondialisation et qu'on reconnaisse comme maladie professionnelle le burn-out ou le syndrome d'épuisement professionnel en France. Juste sur ce point, Benoît Hamon, on sait qu'il y a beaucoup d'employeurs, de petites entreprises en particulier, qui n'embauchent pas parce que justement, ils ont peur de devoir payer si jamais la personne qu'ils embauchent... Ils sont même souvent effrayés par les comptes pénibilité. Les comptes pénibilité, si la personne devient malade, ça devient une catastrophe pour des petites entreprises, donc c'est un frein. Je sais que ce discours existe, je ne crois pas que ce soit une réalité économique. À l'appui, 2 exemples. Je vous donne 2 exemples. Emmanuel Macron, à Berlin, vient de dire une raison du chômage, c'est que les salariés français sont trop protégés. C'est une thèse. L'OCDE vient de rendre une étude montrant que les salariés allemands sont plus protégés que les salariés français. Savez-vous que les seuils sociaux que conteste aujourd'hui le patronat français, qui sont à 10 et 50, sont à 5 pour la représentation du personnel en Allemagne. Donc les salariés allemands sont plus protégés, ça n'empêche pas d'avoir un chômage plus faible. J'observe aussi que dans notre propre histoire, la période où on a créé le plus d'emplois dans l'économie française,
C'est la période où Lionel Jospin était Premier ministre, celle où on faisait la CMU, les 35 heures, 2 millions d'emplois. C'était une autre époque aussi. Oui, mais une autre époque, elle n'est pas si loin que ça. Ouais. Vous nous Le vieillissez d'un contexte coup. mondial était très différent. Mais là, aujourd'hui, on a un contexte mondial aussi où l'économie se relance, où on a des partenaires commerciaux beaucoup plus puissants qu'ils ne l'étaient auparavant, concurrents aussi, mais les pays émergents ont encore davantage émergé. Alors, ils sont sans doute des rivaux plus forts, mais ce sont aussi des partenaires avec des économies qui peuvent absorber davantage de nos exportations. Ce que je veux donc dire, c'est qu'il me semble aujourd'hui que cette idée selon laquelle, par exemple, si on poursuit ce raisonnement, pour embaucher, il faudrait pouvoir licencier plus facilement, je pense aujourd'hui que c'est un mauvais prétexte et qu'on doit pouvoir poser la question du plein emploi, ou en tout cas de la baisse du chômage dans le dialogue avec les partenaires sociaux, sans exiger au préalable que pour embaucher plus, il faille licencier plus facilement. Parce que ça me semble être un très mauvais signal à l'économie et aux salariés. Effectivement. Retour peut-être à la politique avec Corinne Laurent pour la Croix. Oui, les socialistes préparent leur congrès. Dans ce cadre, le premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, a déposé un texte dans lequel il y a des propositions comme l'écosocialisme, la régulation de la finance, la sécurité sociale professionnelle. Martine Aubry a signé ce texte. Ce sont des propositions qui pourraient avoir votre accord ? Benoît Hamon. Pas beaucoup d'entre elles, oui. À l'évidence. Mais puis-je me permettre de prendre une de ces propositions ? Allez-y. Pour souligner l'ambiguïté. Et peut-être si vous recevez le premier secrétaire du Parti socialiste un jour, vous pourrez lui poser la question. Allez-y. Le texte que signent tous les ministres du gouvernement, le Premier ministre, le premier secrétaire du Parti socialiste et quelques autres éminences du Parti socialiste, dit « Nous sommes opposés à toute nouvelle extension du travail le dimanche ». Alors, il y a deux hypothèses. Soit ça appelle un amendement tout de suite, puisque le sujet est discuté au Sénat, à la loi Macron pour ne pas étendre le travail le dimanche, ou alors en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, soit on considère que c'est toute nouvelle extension une fois la loi Macron votée. Mais cette précision n'est pas donnée. C'est peut-être ça. Mais c'est fait pourquoi ? C'est là ce que je regrette. Cette précision n'est pas donnée. Pourquoi ? Pour que tout le monde puisse se dire que finalement ça correspond à quoi il pense. Mais à la fin, il y a une forme de supercherie. Si on ne précise pas si c'est avant la loi Macron ou après la loi Macron. Et je pense que on ne peut pas s'en tirer dans un moment où... savez-vous qu'au départemental, 28% des 18-24 ans votaient Front National, 15% PS au premier tour. Dans un moment comme celui-là, où on se préoccupe, on a fait de la jeunesse notre priorité, ou un moment d'une grande gravité, je pense, on ne peut pas s'en tirer avec des habiletés comme le PS est capable d'en faire. J'y ai même participé moi aussi. Mais une énième habileté pour finalement faire en sorte que les mêmes, au bout du compte, continuent à décider de la destinée du Parti socialiste. Désabusé. Non, pas du tout. Au contraire, j'espère, et j'espère que les militants socialistes, justement conscients de la gravité du moment, se doteront d'une nouvelle majorité. Et c'est ce à quoi je travaille. Et au contraire, je suis assez optimiste, moi, sur la capacité que nous aurons à reconstruire la gauche. Si tant est qu'elle l'assume aussi clairement. C'est pas encore gagné. Non, c'est pas gagné, mais RCF. Est-ce que vous êtes favorable au vote obligatoire proposé par le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone ? Je suis assez réticent. J'avoue ne pas en avoir parlé avec mes amis. Je ne sais pas s'ils sont tous d'accord dans la motion A là-dessus. Je sais que c'est inscrit. Mais je ne crois pas que le désenchantement démocratique se combatte par la contrainte. Aujourd'hui, les Français ne vont plus voter. Ça veut dire quelque chose quand on n'y va pas. Ça veut dire quelque chose quand un électeur socialiste reste délibérément à la maison. Alors il dit quoi ? Quand il vous dit, alors là d'une manière extrêmement claire, laissez-nous, vous occupez pas de nous, comme si on était extérieur à eux. C'est ça. C'est bien, dites ce que vous voulez, mais faites votre cuisine. Sans nous cette fois-ci. Et ça, on l'a ressenti très fort. J'évoquais tout à l'heure la dame qui montre la pension qu'elle touche avec les 50 € en moins et qui a voté pour nous. Et qui peut-être l'a encore fait, même déçu, mais beaucoup ne croient plus dans notre capacité à tenir nos promesses. Oui, c'est un désenchantement profond. Alors, est-ce que cela se combat par une forme de contrainte qui serait le vote obligatoire ? Je crois, moi, qu'il faut au contraire travailler à nouveau, c'est le rôle des partis, à ramener les électeurs vers les urnes
par la conviction, par l'espérance, par le fait qu'il existe des idéaux, des valeurs qui méritent que l'on se batte et que l'on vote pour. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas un partisan du vote. Oui, une dernière question de Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Vous ne pensez pas qu'une partie de cette jeunesse que vous convoitez, qui ne vote peut-être pas dans les banlieues, par exemple, pourrait voter pour vous si jamais elle était obligée de le faire ? Benoît Hamon. Peut-être que ce serait un des mérites de cela. Peut-être qu'elle voterait davantage pour nous. Peut-être qu'elle voterait aussi pour ou la droite républicaine ou l'extrême droite. Et manifestement, quand elle vient se déplacer, elle vote maintenant davantage pour l'extrême droite que pour le Parti socialiste. 2 fois plus, quasiment. 28% contre 15% au premier tour des élections départementales. Quel choc! C'est leur premier vote, souvent. Et ce premier vote se traduit par un vote à l'extrême droite. Un vote anti-système, probablement, mais plus que ça, parfois aussi un vote xénophobe, raciste. Il y a donc quelque chose qui... Ça vous inquiète vraiment ? Qui me préoccupe profondément. Et quelle que soit la nature, d'ailleurs, de cette violence, quelle que soit la nature de ce racisme, en plus, je trie pas là-dedans. Je vois bien la violence qui existe dans la société française et comment l'intolérance, aujourd'hui, travaille beaucoup de jeunes. Mais je vois aussi combien ils sont capables de tout le contraire. Et quand on a 18, 20 ans, 22 ans, fort heureusement, cette énergie ou cette colère que l'on peut mettre au service d'un mauvais combat ou d'une mauvaise cause, qui est par exemple le vote Front National, on peut aussi, heureusement, la transformer et la mettre au service de belles causes. Et c'est pour ça que moi j'espère. C'est à ça que vous aspirez. Mais si je peux me permettre, parce que c'est une remarque, une question intéressante, si vous voulez, pour moi, il y a 2 chemins à gauche. On dit la société française se droitise, c'est vrai. Et il y a ceux qui disent, puisqu'elle se droitise, soyons plus à droite, pour la gauche. Puis il y a ceux qui disent, si elle se droitise, c'est parce que les valeurs de gauche ne sont plus défendues comme elles devraient l'être par les gens qui se disent de gauche. Et c'est mon choix. Et c'est aussi le choix du Congrès qui va être proposé aux militants socialistes au Congrès du PS. Est-ce que parce que la société se droitise, on se droitise, nous aussi, ou est-ce qu'on choisit de défendre plus clairement, et je pense que ce qui serait sain d'ailleurs pour les débats publics, nos valeurs avec la conception que nous avons de la liberté différente de celle de la droite, de l'égalité différente de celle de la droite, de la solidarité différente de celle de la droite. Très bien, nous vous avons bien compris, Benoît Hamon. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens avec Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation nationale. A tout de suite, merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation nationale. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, Romain Mazenot pour RCF et Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Oui, le psychodrame familial qui s'est joué au Front National ces derniers jours, à votre avis, est-ce que c'est de nature à fragiliser l'ascension de Marine Le Pen ou au contraire à la conforter ? Benoît Hamon. Je ne sais pas dire ça. J'ai l'impression que, quoi qu'il se passe chez les Le Pen, leurs électeurs leur pardonnent tout. Ils sont sur une phase ascendante aujourd'hui, et en dépit, y compris des mises en examen autour d'elles, aujourd'hui, sur les affaires de financement du Front National, qu'il y a dans le désir de Le Pen quelque chose comme une envie de donner un coup de pied à tous les autres. C'est ça. Et qui fait qu'on leur pardonne tout. Mais moi, ce que je pense, c'est que ces dirigeants du Front National, qui ont vécu des années et des années, quelques décennies parfois aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Je pense à son ancien directeur de cabinet, M. Alliot, qui aujourd'hui se met à dénoncer l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen quand il a parfaitement coexisté avec l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen pendant des années et des années. On ne l'a pas entendu démissionner. Je trouve ça parfaitement hypocrite. En clair, quand Jean-Marie Le Pen leur permettait d'être élus, il n'y avait pas de problème avec l'antisémitisme. Maintenant que Marine Le Pen a pris le relais, voilà. Est-ce que tout cela est mis en scène, calculé ? Ça s'appelle la vie politique. Oui, mais sauf que l'antisémitisme, c'est pas rien. C'est que le pétainisme, c'est pas rien. Le fichisme, c'est pas rien. Le révisionnisme, c'est pas rien. Et que si c'était encore un déplacement d'une position à une autre, opportuniste, mais on est sur des sujets qui sont des sujets lourds. Et le fait est que si on devait exclure tous les vichistes, pétainistes et antisémites du Front National, on ferait des quarts et des quarts d'exclus. Donc ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande hypocrisie dans le numéro de vierge effarouchée du Front National du moment. Alors, nous avons beaucoup de questions sociétales. Louis Dauphren. On n'aurait jamais imaginé quand même Jean-Marie Le Pen exclu du FN. C'est quelque chose quand même, c'était un scénario improbable. Mais le sera-t-il ? Benoît Hamon.
Le saura-t-il. On verra bien ce qui va se passer. Je ne suis pas certain maintenant qu'il s'est retiré de la candidature en PACA, qu'il a laissé la place à sa petite fille, dont je n'ai pas entendu qu'elle condamnait les propos de son grand-père. C'était très mesuré, oui. Oui, très mesuré, ce qui montre bien qu'apparemment, la tradition familiale demeure sur cette, en tout cas sur la vision qu'avait Jean-Marie Le Pen de la Deuxième Guerre mondiale. Corinne Laurent, La Croix. Oui, votre successeuse, Najat Vallaud-Belkacem, propose une réforme du collège qui instaure des nouveaux programmes avec plus d'autonomie, plus de travail en groupe. Voilà, de travail collectif pour les équipes enseignantes. Un renforcement du rôle du chef d'établissement. L'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault est critique. Vous, qu'en pensez-vous de cette réforme ? Il est critique sur l'enseignement de l'allemand, Jean-Marc Ayrault, puisqu'il était professeur d'allemand. Sur les classes bilingues. Voilà. Benoît Hamon. Oui, j'ai lu ça. Bon, d'abord, cette réforme, elle est préparée depuis Vincent Payon, parce que c'est une réforme importante qui poursuit ce que nous avons commencé avec la refonte des programmes du primaire. L'objectif, c'est qu'au terme de la scolarité obligatoire, les enfants maîtrisent en termes de connaissances et de compétences les savoirs fondamentaux. Est-on tenté de dire, non ? Exactement. Oui. Exactement, parce qu'on peut se targuer d'avoir l'école de la République qui affiche la Déclaration des droits de l'homme à l'entrée de tous les établissements. Nous sommes l'école la plus inégalitaire de toute l'Europe. Celle où le destin scolaire d'un enfant est le plus attaché à son origine sociale. J'aurais adoré vous dire le contraire, hélas, la réalité, elle est celle-là. Oui, et donc, le travail avait été commencé avec Vincent Payon et la loi de refondation de l'école de la République. Et donc, il se poursuit aujourd'hui avec la mise en œuvre donc, de la réforme du collège, qui vise à donner davantage effectivement d'autonomie, de capacité des équipes pédagogiques à tenir compte des besoins des élèves, et se fixe comme objectif, je vais m'arrêter une seconde là-dessus, ce ne sera pas très long, qu'on ne se contente plus dans cette scolarité obligatoire, de se mettre d'accord sur ce que l'école doit dire, en clair, ce que le professeur devra avoir fait comme programme à la fin de l'année, dans toutes les disciplines, mais on va se mettre d'accord sur ce que l'élève doit avoir appris, ce qui n'est pas exactement la même chose. Les compétences qu'il devra maîtriser, les connaissances qu'il devra maîtriser. Parce que l'approche pédagogique se tourne désormais autour, ou se concentre autour de ce que l'élève doit avoir appris. Et c'est évidemment un petit bouleversement, voire même un gros bouleversement, et que la réforme du collège prolonge, amplifie, et je le crois bénéfique. Alors, j'ai vu qu'il y avait des critiques qui étaient émises par l'ancien Premier ministre. Alors, il est... je comprends, et en plus, germanophone. Sur l'allemand, oui. Mais je veux le dire, peut-être qu'il n'a pas bien vu ou bien lu le détail, mais la deuxième langue va être désormais inscrite dès la 5e. Dès la 5e, elle pourra l'être dès la 6e quand il y aura eu un apprentissage à l'école primaire. Donc on a vraiment là une opportunité de maîtriser plutôt deux langues, ce qui est en général un des défauts, dit-on, des élèves français, de ne pas être assez bon en langue, en anglais évidemment, mais aussi dans la deuxième langue. Et bien là, dès la 5e, on pourra faire la deuxième langue, c'est nouveau, et ça monte en puissance tout au long du collège. Donc moi, je mets en garde contre une chose, c'est qu'avant, il y avait des classes effectivement bilingues, avec des sections européennes. Attention à cette école élitiste aussi, où ceux qui choisissaient les bonnes options sont souvent, pardon de le dire, c'est comme ceux dont les familles maîtrisent les codes de la réussite scolaire. Donc les familles de professeurs, les enfants de professeurs, les enfants de cadres, etc. Et moi, je peux comprendre qu'on veuille que l'on parle bien deux langues, mais je pense que la réforme, et je le dis à Jean-Marc Ayrault, mais à tous les autres, je pense que la réforme de Najat Vallaud-Belkacem va dans ce sens. La possibilité de permettre à tous les élèves, pas ceux seulement dont les parents maîtrisent les codes de la réussite scolaire, de pouvoir justement réussir. Donc je pense que c'est on sent encore chez vous la passion du ministre. Hein. C'est comme si vous étiez... pourtant, j'ai fait que 5 mois à l'éducation nationale. J'étais plus longtemps ministre de l'économie sociale, mais c'est passionnant, l'éducation et l'école. Portez ça aussi. Romain Masneau, RCF. Autre sujet, est-ce que le projet de loi sur le renseignement respecte le bon équilibre entre protection des libertés individuelles et sécurité nationale? Certains s'inquiètent d'un champ d'application trop large avec à la fois le terrorisme, le crime organisé, l'espionnage industriel, etc. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes? Alors, c'est précisément moi sur ce point que j'ai amendé le texte, parce que je pense après qu'il poursuit un objectif qui est
pour commencer de rendre légales des pratiques qui étaient jusqu'ici illégales, mais qui existaient déjà. Alors ça ne veut pas dire parce qu'on rend légales les pratiques illégales que les libertés progressent, mais en tout cas, ça permettra, de manière, cette fois-ci, inscrite dans la loi, de pouvoir se doter d'instruments et de moyens de poursuivre et de démanteler des filières terroristes. Et je crois que de ce point de vue-là, ça va dans le bon sens. En plus, ça rejoint les moyens supplémentaires qui ont été donnés au renseignement, à la police par le gouvernement suite aux attentats du début de l'année. Donc de ce point de vue-là, ça va dans le bon sens. Après, le champ d'application. Dès lors que on touche à la notion d'ordre public, aux intérêts économiques majeurs, il me semble que là, je vois bien les liens qui peuvent être, auxquels peuvent penser un certain nombre d'enquêteurs, de spécialistes du renseignement, entre ce qui relève du trouble à l'ordre public et potentiellement de connexion avec les milieux fondamentalistes, peut-être terroristes, djihadistes, etc. Sauf que, en attendant, peut y avoir aussi une multitude d'autres possibilités d'écouter à ce moment-là ou de surveiller des individus qui n'ont rien à voir avec des filières terroristes. Et je pense que cette question du champ d'application mérite d'être discutée parce qu'elle me semble un peu large aujourd'hui. Et c'est là une des raisons pour lesquelles moi j'ai déposé des amendements sur ces points. Louis Dauphren voudrait revenir sur l'éducation nationale. Oui, j'ai quelques questions en lien avec ce sujet quand même très important. Sur le latin et sur le grec, par exemple, vous, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites qu'il faut absolument maintenir cet enseignement-là parce qu'à travers les humanités, c'est une partie aussi de notre socle du vivre ensemble, finalement. C'est ce que disait François Bayrou, notre invité la semaine dernière, à votre place. Est-ce que vous dites que c'est dépassé ? Non, c'est pas dépassé. Alors, latin et grec, Benoît. Il est inscrit un cours de langues et cultures antiques, la possibilité en 5e de faire en option, cette fois-ci, des langues anciennes, donc de faire du latin et du grec, donc ça ne disparaît pas. C'est juste qu'on sort d'un système d'options pour s'inscrire dans une démarche qui est une démarche, là encore, plus englobante, plus générale, qui va proposer à tous les élèves, cette fois-ci, un contact avec ce patrimoine, pour nous, culturel considérable, qui, au-delà des langues, sont les civilisations grecques et latines. Et nous avons là, je pense, exactement l'illustration de la démarche du gouvernement, qui est de dire, ne réservons pas l'accès à ces cultures d'exception à une élite des élèves qui se construirait dès le collège. Comme pour dire que déjà, et c'est un peu le cas aujourd'hui d'ailleurs, déjà les dés seraient jetés pour savoir qui va réussir et qui ne va pas réussir. Dès le CP, dit-on. Dès le CP, mais pardon, parfois vous exagérez à peine en fait en disant cela, parce qu'on voit bien aujourd'hui que quand on est dans situation en fin de CM2 de constater que 15 à 20% d'élèves ne maîtrisent pas les fondamentaux en mathématiques ou en français, cela pour leur permettre de rattraper la marche qu'ils n'ont pas prise en primaire, pour la rattraper en collège, c'est très compliqué. Ce sont les fameux décrocheurs. Et donc on voit bien qu'il y a déjà un tri qui s'est fait dès le primaire, et il faut pouvoir aujourd'hui éviter ce tri par l'échec, cette sélection précoce des élites, et finalement l'organisation de tout le système éducatif vers pas un but unique, ni un but exclusif, mais un but principal qui est de sélectionner l'élite républicaine. Donc le latin grec n'est pas oublié. Non. Qu'est-ce que vous pensez des écoles hors contrat ? Hors contrat. Hors contrat, oui. Je préfère quand elles sont sous contrat. Ce qui contrat. représente aujourd'hui une anomalie, puisque logiquement, dans un système idéal, avec le budget de l'éducation l'éducation nationale, d'élèves qui sont aujourd'hui hors contrat. Oui, et ce ne sont pas que les écoles catholiques. On peut même être scolarisé à domicile, ou en tout cas avoir des... On peut, il semblerait que ça se développe, cette sorte de singularisation. C'est pour ça que, moi, je veux travailler à faire en sorte que quand il y a aujourd'hui des projets d'établissements confessionnels, écoles primaires, collèges, je veux... En tout cas comme parlementaire. C'est dur de ne plus être ministre. Non, mais c'est la mémoire d'eux. Faire en sorte qu'on puisse trouver les moyens que ces écoles basculent sous contrat, c'est-à-dire avec un contrôle de l'éducation nationale qui se porte sur les programmes, sur les conditions d'enseignement, ce que fait traditionnellement l'éducation nationale, avec l'enseignement privé sous contrat. Et ce travail-là, il est important. Moi, je pense que le développement de l'école sous contrat n'est pas une bonne chose. Je pense que avoir une école publique avoir une école publique et une école privée sous contrat, on vit très bien avec cet équilibre. Le fait que se développe une école hors contrat est pour moi un sujet de préoccupation. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, la Cour des comptes critique la politique d'asile de la France. Une réforme est en cours. Le Sénat a demandé son report. Est-ce que vous pensez que la France fait tout ce qu'il faut en matière de droit d'asile ?
On rappelle que ce week-end, 5000 migrants ont quitté les côtes libyennes et tunisiennes et 400 sont morts noyés. Bon, nous faisons, si on devait se comparer à l'Allemagne, qui est souvent l'étalon à partir de comparaison France-Allemagne. L'Allemagne a eu 200 000 en 2014 demandes d'asile, on a validé 41%. Nous en avons eu 64 000, nous en avons validé 21%. Donc on fait, en termes d'asile, on est beaucoup moins généreux, en tout cas que nos partenaires. Il y a un coût, parce que pour les déboutés du droit d'asile, après, il faut... Une sorte de zone grise, oui, compliquée à gérer. Un coût. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'il faut avoir une politique qui, à l'évidence, doit être harmonisée au niveau européen, pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations inextricables avec des individus qui iraient d'un pays à un autre faire des demandes d'asile. Comment se fait-il que l'Europe ne s'harmonise pas là-dessus? C'est une question que nous posons à tous nos invités. Mais parce que les pays qui n'ont pas un point de contact en termes de frontières avec l'extérieur de l'Union européenne sont plutôt assez contents que ce soit les pays qui ont une frontière avec l'extérieur de l'Union européenne qui accueillent l'essentiel des demandes d'asile. Et c'est vrai qu'il faut, en termes de police des frontières, en termes de soutien aux populations, qui sont des populations aujourd'hui migrantes, qui traversent la Méditerranée dans des conditions absolument abominables et qui atterrissent ou échouent sur nos côtes quand elles ont survécu à cette traversée. L'Europe ne peut pas se comporter comme une citadelle, c'est pas possible. On ne peut pas être... toutes portes ouvertes à la libre circulation des capitaux, etc., mais par contre, toutes portes fermées à la détresse humaine. Une dernière question de Romain Masneau, RCF. Oui, je voulais connaître votre réaction au rachat d'Alcatel-Lucent par Nokia. Est-ce que vous craignez de nouvelles suppressions d'emplois massives? Est-ce qu'il y avait une alternative? Qu'aurait dit M. Montebourg? Ça, il faudra lui poser la question directement. Je n'ai pas sollicité son expertise avant de venir vous voir. Non, mais il faut toujours, évidemment, quand on a fusion entre deux géants comme ceux-là, il va y avoir des recherches, on dit, de synergie, où on va essayer de mutualiser un certain nombre d'activités pour diminuer les coûts. Et parfois, ça peut se traduire par des réductions d'effectifs, qui a sans doute d'ores et déjà appelé la grande vigilance des organisations syndicales salariées d'Alcatel-Lucent. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'est le plan derrière tout cela, mais je pense que les pouvoirs publics auront raison d'être attentifs, et j'imagine qu'Emmanuel Macron doit avoir ce dossier en ligne de mire, à la fois sur les perspectives économiques et industrielles qu'il offre, mais aussi sur ses conséquences sociales potentielles. Une question brève de Louis Dauphren pour une Je voudrais revenir sur la phrase que vous avez dite juste avant, là, sur la détresse humaine et la circulation des capitaux. En fait, si on vous suit, on est dans un monde sans frontières, donc il faut assumer le fait qu'il n'y ait plus de frontières nulle part. Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout dit ça. Si les capitaux circulent librement, les hommes doivent circuler librement. Dans l'Union européenne, ils circulent déjà librement. Ouais. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que il y a comme un paradoxe à vouloir l'ouverture toujours plus grande de notre économie, à expliquer qu'au nom de cela, les travailleurs doivent s'adapter, abandonner des droits, et qu'en même temps, on soit très fermé à ce qui se passe à l'extérieur de notre continent, et pour lesquels, parfois, nous avons une responsabilité. Ça devrait être l'inverse, alors. Non, ce que je pense, c'est qu'il faut avoir une politique plus ouverte et plus généreuse, au sens où, par exemple, nous accueillons aujourd'hui, je crois, nous avons accueilli 1200 chrétiens d'Orient irakiens qui avaient un fort attachement à la France. 1500. 1500, je crois. 1500 peut-être, mais j'avais 1200. 500 réfugiés syriens. Bon, à côté de ça, la Turquie a 1 700 000 réfugiés. Je suis en charge d'une mission d'information sur le Liban. Savez-vous combien il y a de réfugiés syriens au Liban ? Entre 1,2 million et 1 500 000. Quelle est la population libanaise? 4 500 000. C'est-à-dire que c'est un tiers de la population qui... On imagine à l'échelle française. Donc, j'imagine ça ferait 20 millions de réfugiés en France. Il faut imaginer. Donc, évidemment, je ne propose pas qu'on prenne cette part de l'effort, mais il faut penser ce que doit être le rôle du continent européen s'il veut retrouver vraie puissance politique et diplomatique dans la prise en charge d'une part de l'effort qui doit être fait vis-à-vis de pays dans lesquels nous intervenons militairement, qui sont en guerre, où nous avons des intérêts stratégiques, économiques, puissants, et vis-à-vis desquels, voilà, je ne veux pas donner un chiffre, mais il me semble que dans ce domaine-là, on doit, en tout cas, au niveau européen, penser une politique qui soit une politique plus équilibrée, qui répartisse mieux l'effort entre les différents pays européens. Et je vais même aller plus loin d'un mot. Moi, je trouve inadmissible qu'aujourd'hui, les dépenses militaires qui sont celles de la France pour les opérations extérieures, où nous assurons
quand nous intervenons au Sahel, quand nous intervenons en Afrique, quand nous intervenons aujourd'hui en Irak, à bien des égards, au nom de l'Europe, la protection du continent européen contre des potentielles menaces terroristes qui auraient trouvé le refuge d'États au Sahel. Si nous n'étions pas intervenus au Mali, c'est ce qui aurait pu se passer avec l'arrivée des djihadistes à Bamako. Aujourd'hui, la charge de tout cela, c'est quasiment intégralement la France. Et ça nous est directement imputé dans le calcul des déficits publics qui justifie que parfois la Commission européenne nous donne des coups de règle sur les doigts de Michel Sapin quand il va à Bruxelles. Eh bien, voilà. Mutualisons. La solidarité européenne pourra se manifester dans le fait qu'on sorte les dépenses d'opérations extérieures du calcul des déficits de la France. Ce serait une mesure extrêmement simple et j'ai envie de dire c'est tellement simple que je ne comprends même pas qu'on n'ait pas un petit peu tordu le bras de Mme Merkel pour qu'elle souffle à l'oreille de M. Juncker pour qu'il engage ce type de réforme. C'est la première fois que vous en parlez ? C'est dit. Non, mais j'en ai déjà parlé. Oui, Au président de la République ? Je l'ai dit plusieurs fois publiquement, non, je l'ai pas, mais j'espère que en tout cas, c'est dit. Très bien, c'est dit dans Face aux chrétiens. Nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité est Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation nationale. Nous avons encore beaucoup de questions à lui poser, notamment sur les questions internationales et diplomatiques. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation nationale, député socialiste des Yvelines. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Louis Dauphren qui pose la première question. Nicolas Sarkozy s'est caractérisé par une politique très pro-américaine du point de vue de sa diplomatie, qu'il s'agisse par exemple de ce qui se passe en Syrie, de la ligne suivie contre Bachar el-Assad. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là ou est-ce que vous estimez qu'il faut absolument se distinguer, changer de cap diplomatique sur un certain nombre de questions qui nous impliquent au premier chef ? Faut-il parler, par exemple, à Bachar el-Assad ? Par exemple, voilà. C'est l'une des questions qui est posée. Benoît Hamon. Le gouvernement français, à mon avis, est sur la bonne ligne quand il dit que la solution politique en Syrie ne passe pas par Bachar el-Assad, mais elle passera à l'évidence par des personnes qui l'ont soutenu, c'est-à-dire des gens qui, à un moment, ont pu jouer un rôle dans le régime parce qu'il faudra trouver une solution qui est une solution politique, j'entends, qui associe toutes les parties au conflit une fois que ce conflit sera arrêté. Mais on a aujourd'hui incontestablement, et on le voit au Proche et Moyen-Orient, une guerre d'influence qui est devenue même parfois une guerre avec de vrais points de contact, comme on voit aujourd'hui au Yémen avec l'offensive, on va dire, d'une coalition musulmane sunnite autour de l'Arabie Saoudite contre des rebelles d'obédience chiite, contre le pouvoir yéménite. Donc on voit qu'il y a une guerre d'influence entre l'Iran, d'une part, et on va dire une coalition qui principalement s'organise autour de l'Arabie Saoudite, entre donc le monde chiite et le monde sunnite. Les terrains sur lesquels cet affrontement a lieu, c'est la Syrie, c'est évidemment l'Irak, c'est le Yémen, c'est potentiellement le Liban, qui là fait l'objet d'une forte guerre d'influence. Et on voit en quoi nous devons être attentifs dans un contexte où, par ailleurs, se déroule une négociation extrêmement importante sur le nucléaire iranien, avec comme objectif d'éviter que l'Iran se dote de la capacité militaire nucléaire, qui entraînerait probablement très rapidement un conflit militaire, cette fois-ci avec Israël, qui a déjà annoncé la couleur. Donc en conséquence de quoi nous jouons un rôle aujourd'hui. Et nous jouons un rôle, comment ? Par exemple, dans le fait d'armer avec l'Arabie Saoudite, l'armée libanaise, pour que cette institution du Liban soit un facteur de stabilité, que le Liban, en raison, j'évoquais tout à l'heure, de nombreux réfugiés syriens qui viennent sur son territoire, ne soit pas le nouveau territoire où cette guerre d'influence se traduit par éventuellement de nouvelles violences. Après, je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions politiques. Alors, on est aujourd'hui engagé militairement en Irak contre Daesh, et on a raison de le faire. On est aujourd'hui très présent dans tous ces, on va dire, ces lieux de conflit. Il me semble. En Libye, il faut y retourner ?
En tout cas, on a un repositionnement du dispositif militaire qui nous met en situation au nord Niger de disposer d'une base armée qui embrasse, on va dire, une zone sahélienne dans laquelle il y a en partie la Libye. Mais réjouissons-nous, en tout cas, à cette étape, que nous ayons réussi modestement, parce que tout ça est vraiment fragile, mais à éviter le pire et à stabiliser au moins le Mali, à avoir un solide partenariat avec le Niger, un solide partenariat avec le Tchad. Réjouissons-nous que le Tchad et le Niger assurent, eux, avec un vrai engagement, une sorte de digue contre Boko Haram au nord du Nigeria. Il y a là, en tout cas... De surcroît, est-ce que vous êtes sur une ligne atlantiste ou pas? C'est ça la question. Non, mais évidemment non. Mais il y a eu une excellente relation entre François Hollande et Barack Obama, dont les deux partis se sont réjouis. Mais après, nous avons une stratégie qui n'est pas forcément celle des États-Unis. Il semble aujourd'hui que les États-Unis aient décidé, non pas de renverser leurs alliances, mais d'avoir un rapport plus équilibré entre la puissance chiite, perse, l'Iran, et la puissance sunnite majeure qu'est l'Arabie saoudite, aux grandes dames des Saoudiens, que la France, en tout cas, penche plutôt du côté sunnite. Moi, je pense qu'il faut éviter cependant d'apparaître comme les partenaires privilégiés d'un tel ou d'un autre, et qu'il faut rechercher des solutions politiques et qui nous évitent de nous retrouver dans un camp plutôt qu'un autre, en tout cas, comme annexé à un camp du monde musulman, qui est aujourd'hui un monde en ébullition. Une question de Corinne Laurent-Lacroix. Oui, je reviens sur la Libye. Est-ce qu'il faut aller prêter main forte au Premier ministre italien Matteo Renzi, qui maintenant se fait plus insistant pour une intervention en Libye, pour couper ces réseaux mafieux qui envoient les migrants en mer et qui commencent à tirer maintenant sur les gardes-côtes italiens. Voilà, sur les bateaux qui apportent de l'aide. Benoît Hamon, la Libye à nouveau. Écoutez, la Libye, c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup, parce que c'est d'abord où se situe maintenant le pouvoir, ça devient de plus en plus compliqué, et on voit bien que, notamment en raison du nombre d'armes en circulation, de la présence de réseaux mafieux, de réseaux djihadistes, les uns parfois étant en lien avec les autres, parce que tout ça étant parfois très imbriqué, de différentes tribus qui n'ont pas forcément en plus, n'ont pas du tout les mêmes intérêts, les mêmes objectifs. On a une situation de quasi-chaos, et il me semble que, là encore, on assiste à un développement des violences dont on savait parfaitement dire il y a quelques années, avant que ces mésaventures arrivent aux gardes-côtes italiens, que forcément on en allait en arriver là. Donc c'est un peu tardivement, tout comme toujours, que l'Union européenne réagit. Ouais. Et les Italiens appellent l'Europe au secours. J'espère évidemment qu'on aura cette fois-ci une politique et une stratégie commune européenne pour l'ensemble de la région méditerranéenne, qui ne s'arrête pas à une sorte de réaction au coup par coup en fonction, on va dire, des pics de violence que peuvent connaître tel ou tel pays. Romain Mazenot, RCF. Hillary Clinton sera très vraisemblablement la prochaine, la candidate en tout cas, du camp démocrate à la présidentielle de l'an prochain. Est-ce que si vous étiez membre du Congrès américain, vous pourriez la soutenir ? Benoît Hamon, vous n'êtes pas membre. Quel est l'autre démocrate? Il y en a un autre, non? Je ne sais pas. Je lirai leur programme. Je crois qu'ils sont deux au moins à être candidats chez les démocrates. Pour l'instant, on ne parle pas de l'autre en tout cas. Oui, mais voilà, mais je lirai leur programme parce que moi, elle était plutôt à gauche du Parti démocrate historiquement, Hillary Clinton. Je crois qu'elle s'est un peu recentrée, mais ça c'est normal. J'ai vu son premier clip de campagne qui est très orienté classe moyenne, famille, etc. Grand-mère. Et qui me semblait en tout cas dans l'approche. Améliorer la communication, c'est ça? Oui, non, mais je retiens qu'elle était quand même l'architecte de la réforme du système de santé américain. Alors après, ça a été compliqué, mais l'Obamacare, au départ, c'était des propositions de Hillary Clinton. Donc elle a cette conscience sociale, ou elle a eu cette conscience sociale qui font d'elle une femme, au-delà des questions internationales qui jouent toujours un rôle important quand on regarde les présidents américains, mais font d'elle une femme politique parfaitement respectable. Je souhaite surtout que les démocrates, évidemment, l'emportent. Et puis, permet de dire, puisqu'on parle des États-Unis, bravo à Barack Obama et à Raúl Castro. Et oui, c'était la question suivante. Benoît Hamon, naturellement. Alors, je vous la laisse. Oui, mais si Corinne Laurent pose la question. Justement, c'est très caliente entre les États-Unis et Cuba. Les relations se réchauffent. François Hollande doit y aller à Cuba le 11 mai. Est-ce que vous pensez que la France et puis peut-être l'Europe ont des cartes à jouer là-bas, des cartes économiques ?
Écoutez, quand j'étais ministre de l'économie sociale et de la consommation, j'ai fait même ministre de l'éducation, j'ai visité une dizaine de pays d'Amérique latine à la demande du président de la République pour justement renforcer ces relations entre la France et le continent sud-américain, Amérique centrale comme Amérique du Sud, où on a des partenaires assez naturels qui a une vraie demande de France, en l'occurrence là-bas. Et je me réjouis que grâce aux États-Unis et à la levée donc, du blocus et de l'embargo prochaine, on ait une normalisation de la situation entre Cuba et les États-Unis, donc et Cuba et le reste du monde. On dit que le pape François n'y est pas pour rien, ce qui montre d'ailleurs... En tout cas, la diplomatie vaticane, oui. Oui, mais donc l'utilité d'ailleurs de cette diplomatie-là, quand elle est au service voilà, de la réconciliation de deux pays qui... continuer à se bouder pour des raisons essentiellement politiques, mais on ne comprenait plus bien objectivement pourquoi, parce qu'ils ont évidemment intérêt à travailler ensemble. Louis Dauphren, un mythe qui a fait rêver la gauche, Benoît Hamon. Ça a joué un rôle dans votre toujours engagement de Castro politique? Non, pas Castro. Si maintenant vous dites que les États-Unis sont des amis, on tourne une page, en fait, même historique, dans l'imaginaire de la gauche. Ce qui n'empêche pas d'être lucide sur les intérêts des uns et des autres. On peut avoir une approche pragmatique. Et où est le rêve castriste aujourd'hui? Il est assez enterré, le rêve castriste. Ce qui était le rêve des révolutionnaires cubains et sud-américains, il peut être porté par d'autres, dans d'autres combats, dans d'autres continents aujourd'hui, sous la forme d'économies qui soient des économies vraiment redistributives, de pays dans lesquels... qui a pris le relais, en fait. De pays qui ne sont pas travaillés par les inégalités. Ce que moi je souhaite, c'est que... C'est assez simple, c'est qu'on resserre la hiérarchie sociale. Parce qu'on peut toujours s'expliquer, même dans notre pays, qu'il faut promouvoir l'égalité des chances, c'est-à-dire qu'on soit tous sur la même ligne de départ. Et à la seconde où le starter va donner le stop, on est tous égaux, effectivement. On est sur la même ligne de départ. Mais une fois qu'il a donné le stop, il y a ceux qui courent vite et ceux qui se traînent un peu. Ceux qui connaissent les bons couloirs. Et ceux qui connaissent les bons couloirs, exactement. Mais c'est pas ça l'égalité. Ouais. Et si on veut que certains puissent gravir des places dans l'échelle sociale, faire mieux que leurs parents, moi c'est mon cas, j'ai réussi par chance à avoir une situation sociale meilleure que mes parents, c'est plus facile quand la hiérarchie sociale est resserrée. Ça devrait être la priorité de la gauche. Et ce combat-là à gauche, il existe dans le monde entier. Et fort heureusement, il est porté par des hommes et des femmes de conviction, de tradition et de foi différentes ou d'absence de foi. Dernière question de Romain Mazno, RCF. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation du terme de génocide par le pape pour désigner les massacres des Arméniens par la Turquie en 1915 ? La France a elle-même reconnu l'existence, en l'occurrence... Jean-Paul II l'avait fait aussi. Ça ouvre inévitablement des tensions avec la Turquie, mais ça, l'Église le savait, le pape François pertinemment, parce qu'il y a sur ces questions-là une controverse historique qui, aux yeux de la France, n'a pas lieu d'être, mais on a engagé un dialogue avec les Turcs, ils ont déjà engagé eux-mêmes un processus historique avec des historiens pour faire toute la lumière et poser à leurs yeux les bons mots sur cette période, mais il est indiscutable qu'il y a eu des massacres de masse qui justifient l'appellation de génocide en Arménie. Une dernière question en un mot de Corinne Laurent pour une dernière réponse en un mot de Benoît Hamon. Oui, vous avez été parmi les parlementaires qui ont demandé la reconnaissance de la Palestine. Est-ce qu'il faut aller plus loin côté français que ce geste qui a été fait par le Parlement français? C'est un geste symbolique, rappelons-le. Oui, mais qui n'est pas rien quand même. Un vote de l'Assemblée nationale, et j'étais très heureux d'en être à l'initiative, avec deux autres parlementaires, François Loncle et Gouénégan Buis, et un vote du Sénat qui appelle à la reconnaissance de l'État palestinien. Cet appel faisait écho à la demande de nombreux intellectuels, évidemment palestiniens, mais israéliens aussi, qui nous avaient demandé de faire cela pour essayer de faire évoluer le rapport de force. Incontestablement, les déclarations de Benjamin Netanyahou dans la dernière semaine de campagne ont évidemment refroidi tout le monde, posant une sorte de fin quasi définitive de nous recevoir. Alors peut-être que c'est à cause de la campagne électorale, mais à la création d'un État palestinien, il est, à mon sens, il n'y aura pas de paix durable sans la coexistence de ces deux États. Et moi, j'attends maintenant évidemment de la France qu'elle utilise tous les moyens de sa diplomatie pour faire de ces votes du Parlement, qui se sont succédés après en Italie et dans d'autres pays européens, un instrument pour favoriser la mise en œuvre d'un processus qui enfin permette aux Palestiniens de disposer d'un État souverain, à côté évidemment d'un État d'Israël qui doit pouvoir avoir toutes les garanties de sécurité.
Merci beaucoup Benoît Hamon, vous étiez notre Merci invité dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que vous êtes député des Yvelines et que vous avez été ministre de l'Éducation nationale, ministre également de l'économie sociale. Notre prochain invité sera également un ministre socialiste, peu connu, il faut bien le dire, Matthias Fekl, qui est secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, un gros enjeu pour la France, chargé également de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver notre émission sur les sites de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Merci à vous tous de votre fidélité. À la semaine prochaine.